Jérôme Chartier, bonjour. Bonjour. J'ajoute à cette présentation, pour être tout à fait complet, que vous venez de publier un livre qui s'appelle Éloge du travail et qui paraît aux éditions Grasset. On va parler de la semaine de François Fillon, du sondage du Parisien sur François Hollande, des accusations de Manuel Valls sur l'affaire Mera, et on va commencer, si vous voulez bien, par François Fillon, qui s'est démarqué de Nicolas Sarkozy cette semaine et qui annonce qu'il est candidat à la primaire pour 2017. Il n'est pas parti un peu tôt, monsieur Fillon? Mais surtout, il n'a pas annoncé qu'il était candidat à la primaire pour 2017. Je vais être précis. Il y a fait allusion. Il y a fait allusion et je vais être précis pourquoi. On est candidat lorsqu'on a un diagnostic que l'on a établi et que l'on a un projet, en l'occurrence pour François Fillon, un projet de redressement national, à présenter aux Français. Or, aujourd'hui, au moment où on se parle, qu'a dit François Fillon? Il a dit je vais faire un tour de France, un tour de ma France, pour établir un diagnostic. Et à l'issue de ce diagnostic, je construirai un projet de redressement national que je présenterai alors aux Français. Et à ce moment-là, lorsque le projet sera prêt, alors il sera temps de dire ou non, mais j'espère qu'il le sera s'il est candidat à la primaire de l'élection présidentielle pour 2017. En tout cas, pour l'instant, là n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de parcourir la France pour François Fillon afin d'établir un diagnostic et surtout de tenter de briser ce mur de verre qui existe entre les Français et leurs dirigeants politiques. Parce que bien souvent, lorsque les dirigeants politiques parcourent leur pays, qu'est-ce qu'il se passe? Ils disent qu'ils veulent rencontrer les Français. Mais au fond, ces rencontres, elles durent 30 ou 40 minutes, maximum. Et c'est bien organisé, bien installé. Bref, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de sincérité, il n'y a pas de relation directe. Ce que veut faire François Fillon, c'est briser ce mur de verre, de telle sorte que le dialogue puisse s'engager avec les Français sur leur vérité, la vérité de la vie qu'ils vivent, la vérité de leurs angoisses, la vérité de leurs attentes. Mais monsieur le porte-parole, on peut quand même s'interroger sur la stratégie de François Fillon. Alors, il ne va pas à Paris pour les municipales, alors que son élection législative dans la capitale aurait pu le laisser penser. Et puis, pour la présidence de l'UMP, il hésite. Est-ce qu'il ne saute pas un peu les étapes? Pour Paris, c'est très simple. Comment voulez-vous, alors que François Fillon s'engage sur le chemin qui peut, et j'espère, le conduire à la primaire pour l'élection présidentielle de 2017, comment voulez-vous dire aux Parisiens que vous serez leur maire pour un an après vous engager comme candidat dans la primaire présidentielle? Ça n'aurait aucun sens. Et les Parisiens ne le comprendraient pas et ils auraient bien raison de ne pas le comprendre. On ne peut plus, parce que ce n'est plus l'époque, s'engager sur tous les fronts à la fois. Ce n'est pas raisonnable ni responsable pour un dirigeant politique. Ce qui ne veut pas dire que François Fillon ne va pas s'engager, comme il l'a dit d'ailleurs, pleinement pour les élections municipales. Il fera campagne à Paris, aux côtés de Nathalie Kosciusko-Morizet, qui est la candidate qu'il soutient. Il fera campagne dans toutes les villes de France, dès lors que les candidats le solliciteront. Et je peux vous dire aujourd'hui qu'ils sont très nombreux déjà à le solliciter pour qu'il vienne faire campagne, tant la notoriété de François Fillon est forte partout en France. En attendant, vous avez quand même vu que le sondage BVA, Nicolas Sarkozy reste favori des sondages avec 54%, loin devant François Fillon qui recueille 16% des sympathisants UMP et 5% pour Jean-François Copé. Ça ne vous décourage pas? Surtout, je ne vais pas polémiquer sur les sondages, mais ce qu'il faut regarder, c'est aujourd'hui ce que pense la totalité des Français, et au-delà des sympathisants UMP, au fond de toutes celles et tous ceux qui s'opposent aujourd'hui à la majorité. C'est ces Français-là qui sont intéressants. Bon, en l'occurrence, le sondage n'a pas été monté comme ça. C'est bien dommage, parce qu'en réalité, lorsqu'il y a une primaire à l'élection présidentielle, qui vote toutes celles et tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans la majorité et qui veulent que l'opposition devienne la majorité. Voilà les personnes qui se retrouvent à voter pour la primaire à une élection présidentielle. On l'a bien vu. Et en l'occurrence, les sympathisants UMP. Oui, mais les sympathisants UMP, ce ne sont pas les membres de l'EDI. Ce ne sont pas les Français qui sont déçus de M. Hollande et de son gouvernement. Viendront voter à la primaire. Mais c'est ce qui s'est passé la dernière fois lors de la primaire des socialistes organisée en 2011. Qui est allé voter? Si c'était seulement les adhérents du Parti socialiste, alors il y aurait eu 100 000 personnes, il y en a eu 3 millions.
Donc c'est tous les Français qui ne se reconnaissaient pas dans la majorité de Nicolas Sarkozy et de François Fillon qui sont allés participer à ce scrutin. Et donc le bon sondage, c'est celui-là qu'il faut faire. C'est si vous ne vous reconnaissez pas dans l'actuelle majorité et dans ce que fait M. Hollande, alors qui souhaiteriez-vous voir comme candidat pour l'élection présidentielle en 2017 ? Vous pensez que les chiffres auraient été inversés ou en tous les cas tout à fait différents ? Et je pense surtout que François Fillon serait dans ce cas-là largement en tête. Eh bien, justement, on a vu M. Fillon cette semaine qui voulait se démarquer de M. Sarkozy. Mais enfin, il a passé 5 ans à Matignon comme Premier ministre de Nicolas Sarkozy. Comment est-ce qu'il va s'y prendre pour se renouveler ? C'est pas une envie de se démarquer de Nicolas Sarkozy. François Fillon l'a dit, il assume le bilan de Nicolas Sarkozy parce que c'est aussi son bilan. Et finalement, c'est le seul, avec Nicolas Sarkozy, qui peut faire légitimement un droit d'inventaire, puisque c'est un droit d'inventaire sur ce qu'il a fait lui-même. Ah oui, ça va pas être suffisant, il faut qu'il se renouvelle. Droit d'inventaire qui peut être valable avec celui que pourrait faire Nicolas Sarkozy sur le travail qu'il a accompli. Et donc, François Fillon a été clair. Il a dit ce qu'il a bien fait et ce qu'il n'a pas fait suffisamment et ce qu'il n'a pas fait du tout et ce qu'il aurait aimé faire. Voilà, c'est sa part de vérité. Il a raison de le faire car c'est maintenant pour lui qu'il faut qu'il le fasse. En l'occurrence, il aura l'occasion de le faire dans ses rencontres avec les Français de ces prochains mois. Oui, ça ne répond pas, excusez-moi, ça ne répond tout de même pas à la question. Comment est-ce qu'il va s'y prendre pour se renouveler ? Ça ne va pas être suffisant de dire aux Français, voilà, je reconnais nos erreurs communes avec M. Sarkozy, je reconnais nos réussites, parce que il dit, voilà, il y a eu ça et ça comme réussite, mais et alors ? Nadège Pellouchak, avant de se renouveler, il faut d'abord écouter. Ce que va faire François Fillon, c'est écouter. Écouter les Français, parler avec eux, engager ce dialogue. Ensuite, pourquoi pourra-t-il se renouveler simplement ? Parce qu'il aura établi un diagnostic de vérité, parce que les Français se seront livrés. Voilà la clé de cette méthode qui est nouvelle, qui n'a jamais été faite par aucun politique. Parce que François Fillon ressent aujourd'hui qu'il faut qu'il y ait cette vérité pour tout dire aux Français et à la France dans ce projet de redressement national. Et le parti, pendant ce temps, va pouvoir tenir pendant les mois qui viennent avec ce système de double commande à chaque fonction que vous avez mis en place ? Le parti tient puisque le temps est suspendu, reconnaissons-le. L'équipe qui est actuellement aux commandes, qui est cette équipe collégiale, gère les affaires courantes, se lance dans cette révision très importante des statuts et aussi établit un premier travail s'agissant des investitures pour les élections municipales et un travail qui, je l'espère, arrivera à son terme pour la fin de l'été et en l'occurrence qui se traduira par un certain nombre de primaires organisées dans un certain nombre de grandes villes de France. Moi, je suis pour les primaires, puisque les primaires, c'est un élément de mobilisation très fort lorsque nous sommes en situation de reconquête. C'est la raison pour laquelle je les souhaite à Paris, je les souhaite dans des grandes villes, comme Lyon par exemple, et je souhaite que ces primaires, je le redis, soient au fond le premier des trois tours de l'élection municipale, un premier tour où la droite se mobilise de telle sorte qu'elle constitue une alternative forte, puissante, aux majorités qui détiennent actuellement les commandes de grandes villes de France. Alors on a vu aujourd'hui, je crois que c'est dans le JDD, dans le journal du dimanche, Marine Le Pen, deuxième des femmes préférées des Français. La première d'ailleurs c'est Christine Lagarde. Hein. Alors en ce qui concerne Marine Le Pen, est-ce que ça peut traduire, à votre avis, une montée en puissance du Front National à un an d'échéance électorale très importante en France ? Non, ça traduit d'abord le fait que les Français sont aujourd'hui les principaux artisans de la parité. La parité, ça fait maintenant 10 ans qu'on cherche à la mettre en place dans la vie politique. Et ce sondage, très important, manifeste la présence des femmes dans la vie politique. Lorsque Christine Lagarde arrive loin devant Marine Le Pen, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que Christine Lagarde, qui aujourd'hui a une ampleur internationale, mais qui a été une très grande ministre
de l'économie et des finances a pris toute sa place dans la vie politique française. Enfin, moi, ce que je tire de ce sondage, c'est Madame Le cette Pen réussite de la parité. Ça aurait pu être Valérie Pécresse, ou bien Martine Aubry, ou bien... Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Maintenant, reconnaissons-le, Marine Le Pen a été candidate à l'élection présidentielle. Le fait d'être candidate, ça donne une sorte de visibilité extrêmement forte, il faut le reconnaître. Et par conséquent, elle continue à surfer sur cette visibilité de l'élection présidentielle. Est-ce que ça veut dire que le Front National aura une forte audience aux prochaines élections municipales? Et je répondrai très simplement que le Front National n'est pas Marine Le Pen, que Marine Le Pen est une personnalité qui a aujourd'hui une envergure médiatique, mais tous les candidats du Front National n'ont pas l'envergure médiatique de Marine Le Pen. Ce qui se passe en Italie, le phénomène Beppe Grillo qui fait 25%, la montée des populismes, la crise politique aussi, comment vous analysez ce phénomène? Est-ce que ce phénomène de Beppe Grillo, ça tient plus de Mélenchon que de Marine Le Pen? Moi, je l'analyse directement avec la période pendant laquelle Mario Monti a dirigé l'Italie. Mario Monti était un technicien et a mis en place un gouvernement de techniciens et pas un gouvernement de politique. Ça a plutôt pas mal marché. Ça a marché. Et je pense même qu'il aurait dû durer un peu plus longtemps. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, finalement, il a contribué à la décrédibilisation du politique. Et donc, quelles sont les conséquences sur le résultat de l'élection? Eh bien, les Italiens ont voté dans tous les sens. On voté pour un comique, on voté pour la personne, Silvio Berlusconi, qu'ils avaient repoussé voici quelques mois seulement, et on voté pour quelqu'un qui pourrait se destiner à devenir président du Conseil. Bref, le vote s'est éclaté parce que l'Italie a connu une phase de gouvernement technique et pas de gouvernement politique. C'est toujours dangereux d'accepter le principe que ce n'est pas le fait démocratique qui dirige un pays. C'est extrêmement dangereux parce qu'on pourrait partir vers un gouvernement de fonctionnaires, un gouvernement de techniciens. Or, l'intérêt du politique, c'est sa légitimité démocratique. Je dirais que c'est la seule. Après, bien sûr, c'est sa compréhension, mais tout cela, il l'a parce que finalement, les habitants lui font confiance, que ce soit les Français ou que ce soit les Italiens. Et là, le principe qui a conduit à un gouvernement, aussi excellent soit-il de Mario Monti, mais qui n'était pas un gouvernement issu du fait démocratique, provoque finalement une sorte de brouillage des repères pour les Italiens. Je pense qu'ils mettront quelques années à s'en remettre. Alors justement, on parle de Mélenchon et de Marine Le Pen. Vous ne craignez pas que l'un et l'autre fassent de bons scores? Non pas aux élections municipales, vous nous avez expliqué votre position tout à l'heure, mais aux élections européennes, qu'il faut bien le dire, servent un petit peu de vote défouloir aux Français. Nous verrons d'abord le scrutin aux élections européennes. Est-ce que ça sera un scrutin national ou un scrutin régional tel qu'on l'a connu? On voit les défauts de tous les modes de fonctionnement. Moi, je suis, à titre personnel, pour un scrutin sur une base territoriale, de telle sorte qu'il y ait un lien entre le territoire et le député européen. C'est ce qu'il faudrait mettre en place. Ce serait très utile pour l'Europe et très utile pour la France. Maintenant, Marine Le Pen avait fait un score correct aux dernières élections européennes, mais loin derrière l'UMP. L'UMP était arrivé loin devant aux dernières élections européennes. Alors justement, vous parlez de Marine Le Pen. Je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce que vous pensez de la proposition de la présidente du Front National de référendum sur l'appartenance de la France à l'Union européenne? Vous savez, elle a parlé de ça hier. Mais ça n'a aucun sens. On peut continuer à faire des référendums en veux-tu en voilà. Maintenant, je vois quelques socialistes qui veulent faire des référendums sur le fonctionnement des institutions. Enfin, c'est sympathique. Mais avant de demander tout et n'importe quoi aux Français, il faut commencer par faire soi-même. Il faudrait que les socialistes agissent. Qu'est-ce que demandent les Français aujourd'hui? Non, mais là, je vous parle de Marine Le Pen, pas des socialistes. J'ai bien entendu, mais je vous ai répondu sur Marine Le Pen. Je vous ai dit que c'était très sympathique ce genre de référendum, mais que la question n'est plus aujourd'hui pour les Français s'il faut oui ou non sortir de l'Union européenne. Tous les Français sont convaincus que l'Union européenne est une protection pour la France et pour l'économie française. Et François Fillon veut d'ailleurs la renforcer puisqu'il a parlé de forme de confédération franco-allemande. Parce que les Français aujourd'hui demandent davantage de protection de l'Europe. Ils trouvent que l'Europe protège, mais protège mal. Ils veulent que l'Europe protège bien, protège mieux.
Voilà ce que souhaitent les Français. Alors, s'agissant des référendums pour ou contre l'adhésion à l'Union européenne, enfin franchement, tout ça me semble vraiment bien dépassé et bien lointain. Regardez le nombre de Français aujourd'hui qui sont contre l'euro, ça s'amenuise de jour en jour. On le voit bien, il y a une sorte de pointe au moment de la crise financière parce que les Français étaient déboussolés, et après la crise, tout le monde a bien vu que l'euro a protégé l'Europe et a protégé la France. Maintenant, s'agissant des référendums demandés par les socialistes, il y a une urgence, c'est la mobilisation pour l'emploi. Ce que j'observe, c'est que les socialistes passent leur journée à envoyer des contre-feux ou envoyer des espèces de bombes hallucinogènes de telle sorte de mystifier les Français pour croire que tous les enjeux, comme le mariage homosexuel, comme la réforme des modes de scrutin, sont cruciaux et essentiels, alors que pour les Français, il y a un enjeu qui est essentiel. C'est la lutte pour l'emploi, la lutte contre le chômage, l'adaptation de notre modèle économique et social aux enjeux mondiaux, de telle sorte que la France puisse redevenir la grande puissance qu'elle fut et qu'elle peut être. Alors, on va parler de ces sujets, on va parler aussi de François Hollande et des derniers sondages, mais auparavant, il y a cette déclaration de Manuel Valls parlant de fautes à propos dans la gestion de l'affaire Mohamed Merah. Le mot faute est quand même, jusqu'à présent il parlait d'erreur, de faille, etc. Là, il emploie le mot de faute qui est quand même très fort. Moi, je ne voudrais pas que cet examen de l'affaire Merah se transforme en procès politique. Ce dont j'ai l'impression, le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est que M. Valls veut instrumentaliser un procès politique contre Nicolas Sarkozy. Moi, ce que j'observe, s'agissant de cette affaire Merah, c'est qu'en quelques jours et en quelques jours seulement, l'assassin a été identifié et a été mis hors d'état de nuire. C'est ce que les Français souhaitaient, c'est ce que les Français voulaient. On peut refaire l'histoire. Sans doute, il y a eu des points perfectionnés. Sans doute, il y a eu des failles. Où n'y en a-t-il pas? En revanche, je ne veux pas que l'on instruise un procès politique. L'affaire Merah continue à être une réussite qui aurait pu sans doute être terminée plus rapidement. Mais tout de même, reconnaissons qu'en quelques jours seulement, un assassin a été mis hors d'état de nuire. Sur ce sujet, Monsieur Chartier, il y a cette soirée spéciale sur France 3, pièce à conviction, qui est dénoncée d'ailleurs par les familles des victimes de Mohamed Merah, puisque elle contient des témoignages de la mère, de la sœur de Merah. Il y a eu d'ailleurs une intervention auprès du CSA. Vous avez un avis là-dessus? Oui, c'est terrible. Je suis totalement opposé à cette émission. Je ne voudrais pas qu'elle devienne l'apologie d'un assassin. De quoi parle-t-on? On parle d'un assassin qui a tué des humains en France, sur le territoire national, qui a tué des militaires français, qui a tué des enfants. De quoi parle-t-on? Et on va refaire une émission pour revenir sur son parcours et ce qu'il est. Ça ne m'intéresse pas, ce qu'il est. Il est une seule chose pour moi, c'est un assassin. C'est une personne qu'il fallait mettre hors d'état de nuire. Et à la fois cette émission, comme l'instrumentalisation d'un procès politique par Manuel Valls, participe d'une espèce de symbolisation de M. Merah qui n'est qu'un assassin. On va venir au sondage maintenant. On a vu qu'ils étaient très mauvais pour le président Hollande. Selon l'un d'entre eux, il n'a que 30% de satisfaits. C'est la première fois depuis 1981 qu'un président de la République en exercice depuis 10 mois tombe si bas dans les sondages. On voit également la une du Parisien un dimanche aujourd'hui. Hollande déçoit 2 Français sur 3. Alors, à votre avis, est-ce qu'il peut encore redresser la barre? Il peut tout changer. Il peut prendre la décision, demain matin, de tout laisser de côté, de tout abandonner, de nettoyer totalement le programme législatif et d'avoir une seule obnubilation comme celle de son gouvernement, c'est l'emploi. Il peut le faire. Va-t-il le faire? Je suis sûr que non. Il préfère multiplier les leurs, mais il devrait le faire. C'est l'urgence absolue. Les Français sans emploi, qui aujourd'hui ont une perspective d'inemployabilité durable, sont des Français qui sont en train de s'écarter de notre modèle social. En tous les cas, vous comprenez ces sondages, ils ne vous étonnent pas. Non, les sondages ne me surprennent pas.
C'est le sentiment de la très grande majorité des Français que je croise aujourd'hui et qui me disent « Mais qu'est-ce que fait le gouvernement pour l'emploi ? J'ai besoin d'un emploi, mes enfants ont besoin d'un emploi. » On atteint un taux de chômage absolument hallucinant. Le nombre de Français au chômage s'accélère. Personne ne l'a dit suffisamment, mais nous sommes passés de 1000 emplois détruits par jour à 1500 emplois détruits par jour en l'espace de quelques semaines. C'est considérable. Il faut que le gouvernement marque il faut bien reconnaître que Nicolas Sarkozy et François Fillon, dans les derniers mois, ça n'était pas beaucoup mieux sur le plan des sondages. Sauf que ça veut dire que droite et gauche, face à la crise et à la montée du chômage, ils font pas mieux l'une que l'autre. Sauf que j'observe que François Fillon et Nicolas Sarkozy avaient pris, au début de l'année 2012, des mesures stratégiques pour la compétitivité française. Je vais en citer une seule, mais la plus importante, c'est la modification du taux de TVA. Quel était l'objectif ? D'alléger les charges qui pèsent sur le travail, notamment à travers la branche famille, pour faire en sorte que le coût du travail en France soit moins cher. Voilà quel était l'objectif. Et en l'occurrence, cette hausse de TVA devait être mise en œuvre à partir de septembre dernier. Arrivée des socialistes au pouvoir, première décision, supprimer cette mesure de compétitivité. Oh, je suis sûr qu'aujourd'hui, ils s'en mordent les doigts. Mais pourquoi l'ont-ils fait ? Simplement par pur geste politicien. Voilà quel était l'esprit qui dirigeait François Hollande lorsqu'il a pris la décision de supprimer cette mesure de compétitivité à travers une très légère hausse de la TVA et un allègement significatif des charges qui pèsent sur le travail. Quel dommage, quel regret pour l'emploi des Français. Monsieur Chartier, qu'est-ce que vous pensez de l'amnistie sociale ? Je suis totalement opposé à cela. Je suis opposé à tout principe d'amnistie. Ça n'est pas raisonnable. Comment pouvez-vous dire aux Français qu'il faut respecter les lois et exonérer certains Français de les respecter ? Quel discours pouvez-vous tenir à la France lorsque vous agissez de la sorte ? J'étais contre toute forme d'amnistie parce que le principe même de l'amnistie ne me semble pas ni raisonnable ni responsable. Il y a quand même un terrain sur lequel vous apportez votre soutien à François Hollande, c'est le Mali. Vous avez aussi approuvé la manière dont on a supprimé cette semaine 2 chefs djihadistes, puisque maintenant M. Le Drian parle de djihadistes, il ne parle plus d'islamistes, mais il emploie le mot de djihadistes. Oui, 2 terroristes assassins qui ont été supprimés, effectivement, ils ont été mis hors d'état de nuire. C'est la responsabilité de la France de conduire les opérations jusqu'à leur terme. Je suis effectivement pour l'engagement de la France au Mali. J'estime même que la France aurait dû s'engager davantage, plus tôt, de telle sorte qu'elle puisse réduire plus rapidement les foyers islamistes, djihadistes. Ce sont pour moi des terroristes. J'ai eu l'occasion de le dire voici quelques semaines déjà. Moi, je ne voudrais pas qu'on mette systématiquement, je dirais, le fait religieux sur la nature de ces hommes qui sont avant tout des terroristes qui utilisent le fait religieux pour pouvoir conduire leurs projets assassins. Qu'est-ce que vous pensez des honneurs militaires qui seront rendus le 7 mars aux Invalides à Stéphane Hessel en présence du président Hollande ? J'ai du respect pour l'homme engagé qu'est Stéphane Hessel. C'était un homme engagé, je ne partageais pas ses engagements, je ne partageais pas la forme de son engagement. Mais c'était un homme engagé, je le suis moi-même, et j'ai naturellement du respect pour l'homme engagé. Et les demandes de panthéonisation ? Écoutez, je laisse le gouvernement décider. Pour ma part, je ne le ferai pas. Dernière question, Monsieur Chartier, c'est la question MyBooks. MyBooks, c'est un site d'information littéraire qui vous pose la question. Alors, vous avez dû relire les épreuves de votre livre, puisque vous avez un livre qui sort dans quelques jours, il s'appelle Éloge du travail chez Grasset, mais la question c'est quel est votre livre de chevet, quel est le livre que vous lisez en ce moment ? Je suis en train de lire la biographie de Steve Jobs. Je n'avais pas eu l'occasion de le lire lorsqu'elle était sortie à la fin de l'année 2011. Je prends un immense plaisir à lire ce livre, qui est le livre d'un entrepreneur, d'un homme qui a consacré sa vie à un projet d'entreprise, qui n'a jamais cédé son entreprise, qui a toujours voulu garder les parts de son entreprise et garder surtout la philosophie de son entreprise, de telle sorte qu'il y ait une sorte de communauté qui se crée
Et c'est ce qui s'est passé s'agissant d'Apple. Je regardais celui qu'il portait en haute estime ces derniers mois, qui est Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook. Et pourquoi ? Justement parce que Mark Zuckerberg avait le même principe que Steve Jobs, qui est, alors que des milliards de dollars lui étaient proposés pour pouvoir racheter ses participations, il avait pris le principe de rester maître de son entreprise, tel un véritable entrepreneur. Et je trouve que cette foi dans l'entrepreneur est quelque chose qui est sans doute l'une des pierres angulaires de toute société. Je pense que la façon dont le gouvernement socialiste s'emploie à décrédibiliser l'entrepreneur est préjudiciable à la société française. Et ce que j'observe aux États-Unis, c'est qu'il y a plutôt une forme de magnification de l'entrepreneuriat. Et j'aimerais bien retrouver cette magnification de l'entrepreneuriat en France. Steve Jobs en France, c'est pas possible ? Un Steve Jobs en France est possible au départ et rendu extrêmement difficile par la suite. Pourquoi ? Parce que la fiscalité française, disons-le, dissuade l'entrepreneur de rester propriétaire de son entreprise. Il le dissuade au moment où son entreprise se développe, il le dissuade au moment où malheureusement il décède pour la transmission de l'entreprise. C'est pas les socialistes qui ont inventé toutes ces règles, elles existaient avant eux. Oh, je vais être très franc, ce sont les socialistes qui ont largement inventé ces règles, qui les ont largement développées et que nous n'avons pas su faire disparaître. Je parle bien sûr de la façon dont aujourd'hui on ne peut pas transmettre simplement son entreprise du fait de l'impôt de solidarité sur la fortune, par exemple, ou du fait de quelques mesures fiscales qui entravent la transmission. Autre exemple, je pense que tout cela pourrait être largement facilité et on créerait des générations d'entrepreneurs. Pourquoi est-ce qu'on n'a jamais facilité cela ? Parce qu'on est toujours sous le mythe des fameuses 100 familles qui possèdent tout le territoire, qui possèdent toute la France. Ce mythe est révolu depuis des années. En réalité, qui possède les grandes entreprises françaises ? Ce sont des fonds de pension, à travers le monde. Depuis belle lurette, ce ne sont plus des familles françaises. Ce serait bien, ne serait-ce que pour nos territoires locaux et ruraux, qu'il y ait des familles d'entrepreneurs qui se développent à nouveau et qui créent des entreprises de taille intermédiaire, qui les transmettent de génération en génération et qui permettent comme ça de faire vivre tout un territoire en termes d'emploi direct ou, comme on dit, d'emploi indirect, c'est-à-dire avec des entreprises de sous-traitance. Un dernier mot sur les entreprises. Il faut savoir qu'en France, l'entreprise plus exactement en Europe, l'entreprise la plus ancienne, c'est une entreprise qui s'appelle Beretta, qui date du XVIe siècle. Et pourquoi elle est ancienne à ce point-là en Italie et qu'elle est toujours détenue par la famille en Italie ? Eh bien, pour une raison simple, c'est parce que la fiscalité de la transmission en Italie est nettement plus favorable à la transmission des entreprises de génération en génération. Alors j'imagine que ce sont des thèmes que vous développez dans votre dernier livre, et je renvoie à ce livre, Éloge du travail, chez Grasset. Jérôme Chartier, merci d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes député du Val d'Oise, délégué général de l'UMP, porte-parole de François Fillon. Vous pouvez...